Vous avez des micros, c'est mieux. Ça fonctionne, oui. Ouais. Merci Laurent, bonjour à tous. Moi je suis Laura Berthou, donc la directrice des paiements du réseau Société Générale en France. Ah, t'es rapide. Tu veux que je te raconte ma vie? Non, en 2 secondes. C'est quoi? Parce que moi, je trouve ça compliqué. Non, en un mot, je vais te dire. Depuis qu'il y a eu la fusion des réseaux, etc., avec la réorganisation, quand je demande le titre de quelqu'un, j'ai plus la place sur les cartouches. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi exactement le périmètre dont tu t'occupes? Effectivement, tu as raison de rappeler que l'année dernière, nous avons fusionné les 2 réseaux qui faisaient partie, les 2 réseaux de détail en France qui faisaient partie du groupe Société Générale, le Crédit du Nord et la Société Générale. Donc voilà, le périmètre, c'est celui-ci, de ces 2 banques fusionnées. Et puis en termes de moyens de paiement, ça concerne tous les moyens de paiement qui, au bénéfice de nos clients, on est une banque universelle, donc du réseau, les particuliers, les professionnels, les entreprises, de la PME à l'ETI au grand corporate. Et donc, c'est la monétique émission, la monétique commerçant, les virements, les prélèvements, les chèques et même les effets de commerce. Tout ça, il y en a des choses. Merci beaucoup, Laura. Bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Duval, CEO de Paylib. Donc Paylib, plateforme du paiement mobile en France, qui prépare actuellement sa transition vers Wero, puisque nous allons amener à Wero un départ lancé pour démarrer dans quelques semaines maintenant en France. Et Paylib créé quand ? Alors, Paylib a été créé à l'initiative des banques françaises en 2014, à l'origine avec un service de paiement en ligne, service qui n'a pas rencontré son public et que nous avons fermé il y a quelques années de cela. Là où Paylib se développe très fortement, c'est tout d'abord sur le paiement de peer-to-peer, le peer-to-peer mobile, où aujourd'hui Paylib est largement leader en France sur cette activité. Et on se développe également face à 2 concurrents américains principalement, sur le paiement en magasin, donc en paiement NFC, que nous offrons sur plateforme Android pour l'instant. Et vous savez, pour beaucoup d'entre vous, que je suis un fervent militant auprès des autorités européennes pour que enfin nous ayons pu obtenir dans le cadre du DMA l'ouverture de l'antenne NFC sur iOS, ce qui permettra donc dans les prochaines semaines, lorsque l'antenne sera ouverte non plus en test mais vraiment pour le grand public, d'élargir l'offre en offrant une vraie alternative au système Google Pay ou Apple Pay de manière universelle Android et iOS. Combien de clients aujourd'hui qui utilisent Paylib? Qui l'utilisent, hein, pas juste qui peuvent l'utiliser, mais qui l'utilisent. Alors on a, alors je distingue toujours le nombre d'utilisateurs et le nombre d'inscrits, mais les 2 sont importants parce que le nombre d'inscrits, c'est quand même l'atteignabilité, et notamment en peer-to-peer. Donc en peer-to-peer, en France, on a 35 millions d'utilisateurs inscrits, enfin de personnes inscrites, voilà, et on a 14 millions d'utilisateurs. Ce qui est déjà très beau, 14 millions comme chiffre. 14 millions, c'est voilà. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on est sur un rythme à plus de 7 milliards d'euros échangés annuels. Et puis j'ai regardé le nombre de transactions. On a aujourd'hui en transactions, rien qu'en P2P, on a aujourd'hui en France, les Français font plus de P2P Paylib qu'il n'y a de transactions Bitcoin dans le monde. Voilà, en rythme quotidien. Alors juste avant que je passe à toi, ça me rappelle la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, parce que le nombre de fois où j'ai eu des gens sur cette scène qui se moquaient de Paylib au démarrage, et sur les chiffres anecdotiques, il faut avoir de la mémoire. Et quand tu m'as écrit, tu m'as dit non mais on peut en parler, on est leader maintenant. Donc voilà, il faut du temps dans nos métiers, et des fois il y en a qui partent plus vite mais qui s'essoufflent, d'autres qui ont d'autres actifs et qui mettent du temps, donc c'est intéressant à voir. J'aurais pas forcément parié dessus non plus, mais c'est intéressant de voir où tu as réussi, enfin la place a réussi avec Paylib à aller. Et deuxième sujet, quand on parle du temps, iPhone aussi, je me rappelle en 2012 avec Orange Cash, on galérait avec cette histoire d'antenne, etc. C'est un sujet long, hein, des fois. Et donc, tu dis que ça va être prêt quand ? 2012 jusqu'à maintenant, on est en 2024, donc 2025, ça doit être bon. Voilà. Enfin, là, tu parles de l'ouverture de l'antenne. L'ouverture de l'antenne, ouais. Alors, l'antenne NFC, elle s'ouvre dans le cadre du Digital Market Act, qui est rentré en vigueur aujourd'hui. Et actuellement, force est de constater que beaucoup de big tech ne sont pas encore conformes au DMA. Alors la commission commence à leur taper sur les doigts, hein, vous avez dû suivre ça. On entend surtout parler donc de
la Commission commence à fortement se plaindre contre Apple, alors plutôt sur ce qu'on appelle le slide loading, c'est-à-dire l'ouverture des magasins store. Ça, c'est ce qui fait plutôt la une des médias, mais il y a aussi tout ce qui se passe sur le paiement, qui est un sujet qui est également suivi, mais qui est peut-être, on va dire, dans la tectonique des plaques d'un ordre de grandeur inférieur, donc on en entend un petit peu moins parler. Mais il y a des ouvertures voilà, qui sont inéluctables et qui sont inscrites dans la loi. Je rappelle qu'en cas de non-respect du DMA, l'amende, c'est quand même 10% du chiffre d'affaires mondial et 20% en cas de récidive. Donc ça fait quand même très très mal. C'est des niveaux d'amende où même à Cupertino, on ne joue pas avec ça. Le jeu du non, mais je joue pas le jeu et je paye les amendes, à ces niveaux d'ordre de grandeur, on joue plus. En tout cas, il aura fallu du temps. À toi, mais qui es-tu, Antoine ? Eh ben, bonjour à tous, Antoine Grimaud. Donc, moi, je suis cofondateur et CEO de Payplug. Payplug, c'est un prestataire de services de paiement full service qui s'adresse à des commerçants et qui leur permet d'encaisser historiquement surtout en ligne et depuis quelques années en magasin aussi. On a été racheté par BPCE il y a quelques années, voilà, qui est là, donc notre groupe actionnaire, partenaire, voilà, avec qui on travaille au quotidien. Et on a aussi une autre actualité stratégique récente, qui est qu'on a fusionné avec Dalenis, qui était un autre prestataire de services de paiement français lui aussi, il y a 2 ans. Enfin, on est encore en train de mettre en œuvre cette fusion. Et donc aujourd'hui, Payplug, on se positionne comme champion français de l'acceptation de paiement pour les commerçants. Et on traite à peu près 11 milliards d'euros de volume de paiement par an, voilà, avec un positionnement qui est très champion local. Donc on en reparlera peut-être, mais sûrement. C'est vraiment... Créé quand ? 2012. 2012, tu faisais partie des premiers. Oui, je suis un des 2 associés. Voilà, je suis super content parce qu'à l'époque, j'avais déjà des cheveux blancs patois maintenant. Moi maintenant, oui. Donc là aussi, le temps, même dans les fintech, c'est utile. Ah bah oui, ça continue à grandir, même 12 ans après, et effectivement, c'est... Et je crois que tu es un des rares cas, et c'est assez intéressant pour le souligner, tu as vendu, mais tu es toujours là à la tête de l'entreprise. Absolument, parce qu'il y a une vie après l'exit, comme on le dit parfois sur cette histoire. Et en fait, on a eu la chance, on en reparlera peut-être aussi, d'avoir une belle alchimie avec on peut rester BPCE. sur ça 2 minutes, parce que je trouve qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans un autre cadre Nickel, où aussi il y a une très belle histoire avec BNP, mais c'est assez rare finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça, où les greffes ont bien pris, et là c'est le cas avec BPCE. Oui, c'est le cas, et effectivement c'est assez rare pour être souligné. On a été racheté en 2017, donc ça fait quand même 7 ans aujourd'hui que BPCE est l'actionnaire majoritaire de Payplug. Et en fait, on a eu une alchimie qui a super bien marché. Et c'est assez rare, effectivement, parce que on a à la fois respecté nos différences. Et ça, c'était un peu le deal de départ quand BPCE a racheté Payplug. La raison pour laquelle le groupe nous rachetait, c'est parce qu'on était très différent d'un groupe bancaire, plus petit, plus tech, plus agile, plus orienté UX, enfin avec beaucoup de spécificités, même les équipes, les process, le mode d'organisation, les outils qu'on utilise sont toujours aujourd'hui super différents de ce qui est utilisé dans le groupe qui est notre actionnaire. Donc ça, on a choisi de respecter ça parce qu'on a compris tous autour de la table que c'était la raison pour laquelle on s'associait au groupe, parce qu'on était complémentaires. Et on a réussi à capitaliser sur les complémentarités entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des grandes forces de Payplug, c'est d'avoir pour actionnaire le 2e émetteur de cartes français. Et donc nous, positionner côté commerçant, donc pour offrir de la performance d'acceptation de paiement à des commerçants, avoir un lien privilégié avec quelqu'un qui est un très gros émetteur sur notre marché domestique, et ben ça permet de faire plein de choses. On peut travailler la performance, on peut échanger ensemble sur l'acceptation, sur la fraude, sur le frictionless, sur comment est-ce qu'on peut optimiser chaque étape du paiement. Et ça, c'est une force qui est cruciale pour nous, qui sommes concurrents au quotidien d'Adyen ou de Stripe, qui sont pas des concurrents faciles. Donc on a des avantages comme ça qu'on a réussi à créer ensemble. Le réseau de distribution, évidemment, des banques et des caisses à qui nous on apporte une solution qu'ils sont contents d'avoir dans leur gamme, et nous on est très contents de les avoir.
Et C'est ça pas marche. forcément obvious. Hein, Alors non, c'est pas obvious, ça marche. Alors pour être tout à fait transparent, ça marche moins que ce qu'on avait imaginé en 2017, parce qu'on avait imaginé quand on a été racheté que ça allait être 90% de la distribution de Payplug. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une solution de paiement digital pour les commerçants, elle est effectivement, on va la chercher dans sa banque pour une partie du marché, mais on va aussi la chercher dans son agence web, on va la chercher via son site Shopify, PrestaShop, via d'autres prescripteurs. Donc c'est une part de notre distribution et on est très très content de l'avoir et ça marche très bien et c'est quelque chose qu'on a industrialisé au fil des années. Mais la réalité du marché fait qu'on a encore une grande part de notre distribution qui se fait en direct ou via d'autres apporteurs d'affaires parce que c'est la façon dont on consomme du paiement aujourd'hui, c'est plus uniquement via sa banque. Tu viens de citer PrestaShop, je crois que vous avez fait un gros partenariat aussi. On a un gros partenariat avec PrestaShop, avec Shopify, on travaille avec Magento, avec WooCommerce, avec beaucoup de plateformes qui se positionnent aujourd'hui entre le commerçant et son prestataire de paiement. Et pour nous, c'est indispensable de travailler avec eux. Dans les premières fois où je t'ai fait intervenir et tu faisais partie des noms de Galaxy Star Wars, tu parles toujours anglais d'ailleurs alors que tu es dans une banque depuis 7 ans. Tu parles pas anglais, je t'ai dit là-bas. Qui innove encore dans le paiement aujourd'hui d'après toi? Voilà, toi, tu viens des jeunes fintech qui bousculent. Bon, tu es devenu banquier, mais pas complètement. Ouais, pas complètement encore. Alors, c'est quoi ton regard là-dessus? Qui innove encore aujourd'hui? Est-ce que c'est mort tout ça parce qu'il y a eu l'hiver fintech et ça a crié un peu trop fort et finalement, dans les paiements, bon, on a fait le tour Non, mais alors, enfin, et là, je vais peut-être te surprendre, mais moi, alors, pour être effectivement proche du monde bancaire depuis quelques années et donc proche des acteurs plus historiques de mon univers des paiements. Ceux qui m'impressionnent en ce moment, et je ne dis pas ça parce qu'ils sont dans la salle, mais en termes d'innovation, c'est des acteurs comme les Skims, justement. Tu parlais de carte bancaire. Carte bancaire, il va probablement en parler dans le panel suivant, donc je ne vais pas le faire là, mais a sorti un certain nombre d'innovations qui s'appellent Safer, Updater, Faster, un certain nombre de nouveaux produits qui sont des produits que nous, on utilise aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir une meilleure performance. Et en fait, ils innovent. Parce qu'en fait, je vais lui poser plein de questions sur la souveraineté. En 2 mots, ça fait quoi? 2 mots, en 2 mots, ça permet d'avoir plus de simplicité et plus de sécurité dans les paiements. Voilà, pour faire très simple. Et tu as l'impression que quand toi tu avais créé, c'était pas assez big que tu pensais sur l'innovation. Ah bah c'est sûr, mais c'est vrai aussi chez Visa, Mastercard. Là, on a implémenté les network tokens qui sont une vraie avancée en termes de sécurisation des paiements avec les schemes internationaux. Le rythme d'innovation chez ces acteurs, donc qui sont la couche la plus basse, nous, de notre chaîne de valeur, les schemes avec lesquels on travaille, c'est considérablement accéléré dans les dernières années. C'est fulgurant. Donc il y a cette partie-là. Et après, c'est un peu la couche basse de mon univers. Et après, dans la partie plus usage, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc on va forcément parler de tap to pay à un moment ou à un autre. Ça fait partie des choses qui vont transformer petit à petit la façon dont on accepte des paiements en magasin. Donc il y a beaucoup d'innovations. Il y a aussi des fintechs qui continuent à innover. Il y a des Numéral, des Marble, il y a plein de choses qui se passent. Et sur cet aspect-là, ce que je trouve aujourd'hui dans la façon dont ça a évolué depuis 2012 quand on a créé Payplug, c'est que la fintech aujourd'hui se spécialise de plus en plus. On a un monde de plus en plus fragmenté et de plus en plus modulaire dans l'univers des paiements. Éloigne un peu, je sais pas. Ça pardon. Ok, on me dit toujours de. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai entendu pop-up. Et donc on a des acteurs aujourd'hui. Tu vas dans n'importe quelle conférence, que ce soit le Paris FinTech Forum ou Monnaie 2020 ou les autres, tu vois des acteurs de la fintech qui sont ultra spécialisés sur telle ou telle partie de la chaîne de valeur. Tu prends des Silverflow, des Silver, t'as tout Numéral que je citais à l'instant qui se spécialise sur des petits bouts de la chaîne de valeur ultra pointus. Alors j'ai plein de questions sur mes voisins, mais quand même je reste dessus. Je vais vous poser la même après sur l'innovation et sur tu viens de citer un point que je trouve crucial qui est la fragmentation de cette chaîne de valeur. Complètement. Il y a 15 ans, quand on faisait ces premières conférences, on avait l'iceberg. On aimait bien montrer l'iceberg, c'est avec les 10% au-dessus, puis tout ce qui est en dessous et tout ce qui se passe. Mais à l'époque, il y avait 1 ou 2 acteurs. Tu mettais 2-3 noms, puis tu avais fait le tour. Aujourd'hui, le slide, il suffirait pas. Mais très souvent, quand on paye juste en quelques millisecondes le nombre d'acteurs interconnectés pour le faire, moi, ça me fait peur, en fait, un peu. Parce que comment on assure la sécurité, l'homogénéité de tout ça, et la résilience, quoi. Parce qu'en fait, il peut y avoir dans tous ces endroits-là et ces gens plein de bonne volonté, une mise à jour que tu n'as pas bien pris en compte, quelqu'un qui a voulu bien faire, qui a débranché le serveur, mince, j'aurais pas dû. C'est du réel en plus, hein, c'est arrivé des fois. Récemment, non. Donc, est-ce que ça ne devient pas un peu trop fragmenté?
Alors, moi, je pense que c'est une chance pour l'utilisateur. Ça devient ultra fragmenté, clairement, et tu vois, et ça oblige les acteurs à se spécialiser. C'est-à-dire que nous, on sert maintenant aussi des grands commerçants internationaux. On a AliExpress comme client, on a Western Union, on a VP. Enfin, on a des grands commerçants qui ont plein de prestataires de paiement à l'international, qui sont dans des logiques orchestrées. Donc, ils travaillent avec des orchestrateurs, des routeurs, avec 50 PSP derrière, avec 300 méthodes de paiement, avec des acteurs de la fraude à différents endroits, des acteurs de l'analyse de données à d'autres endroits. Donc, c'est ultra fragmenté, ils ont des setups beaucoup plus complexes que ce qu'ils avaient à une époque où c'était beaucoup plus monolithique. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est cette façon de fonctionner qui est plus modulaire qu'on a aujourd'hui, alors qui est permise parce qu'il y a des API, parce que tout ça est maintenant plus facile à interconnecter que ça ne l'était il y a 10 ans. En fait, ça crée au contraire, je pense, de la stabilité, parce que si tu as un acteur qui tombe, en général, tu fais un routing et tu envoies vers un autre, donc tu es moins dépendant d'un seul monolithe et de toute sa chaîne, parce que tu peux jongler entre différents acteurs à différents niveaux de la chaîne. Donc ça crée de la stabilité, ça crée de la performance, ça crée de l'optimisation pour le commerçant et pour son client. Donc pour moi, c'est plutôt sain. Alors effectivement, tu mentionnais la marge. La question, c'est à l'arrivée, est-ce qu'on n'est pas tous, avant il y en avait un et maintenant on est 10 à se partager le gâteau. Alors il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a une pression sur les coûts, il y a une pression sur les prix dans nos métiers. Pour autant, tu vois quand même qu'à l'arrivée, ça finit par se répercuter sur l'utilisateur. Alors dans mon cas, le commerçant, et tu as quand même aujourd'hui des commerçants qui vont quitter leur solution monétique traditionnelle où ils payaient 0,3% de commission pour aller chez Stripe et payer 1,2%, si tu veux. Ou Payplug, 1,2% aussi, ça va être le coût d'entrée qu'ils vont payer. Donc tu as quand même des commerçants qui, à l'arrivée, sont prêts à payer plus cher pour avoir justement plus de modularité, plus de services, plus de simplicité, plus de performance. Je reviendrai sur ce sujet pris. Je vais d'abord rebondir sur les questions. La même question sur l'innovation. Est-ce que pour toi, tu as la même réponse ou une vision un peu différente sur qui innove aujourd'hui ? Une réponse complémentaire. Non, je partage ce qu'a dit Antoine. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les schemes sont... Alors, notre scheme national, mais les schemes internationaux qui ont beaucoup d'argent pour innover. C'est-à-dire, tu vois, on sait que maintenant, l'argent qui irrigue les fintechs, il y en a peut-être un peu moins, mais les schemes, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, là, ils sont... Ça foisonne d'idées, ils sont très agressifs. Donc, tu vois, je pense que le balancier, il se fait un peu comme ça. C'est où est l'argent et l'innovation, elle se fait là où il y a de l'argent, quand même. Après, les acteurs traditionnels comme nous, les banques, on est stimulés et on continue et on innove, on suit le mouvement. On n'est pas nécessairement les précurseurs, mais on colle de près, soit alors en faisant des partenariats, en rachetant des fintechs, ou parfois grâce à... C'est pas la mode à l'ASG, le rachat de fintech en ce moment-là. Non, t'as le droit de dire Joker. Non, je dis pas. Écoute, ça dépend, tu vois. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est pas forcément évident. Par vague, ouais. C'est par vague. Il y en a parfois ça réussit et parfois ça réussit pas comme on le souhaitait. Mais tu vois, l'année dernière, on a quand même continué. On a pris une participation majoritaire dans PayExpert. Donc non, ça s'arrête pas. Non, c'est vrai. C'est le baptême du feu pour Laura. Les autres, je les ai déjà eu avec moi. Mais justement, sur cette question de la fragmentation, oui. Toi qui es, t'es la banque, oui. Le client, lui, il voit la marque de la banque, il s'en fout de ce qu'il y a derrière quand ça marche pas. Oui, effectivement, nous, on est là pour simplifier la vie de nos clients. Notre principe, nous, on est un tiers de confiance. On est un vieil animal. Les banques, on est des vieux animaux, et un de nos atouts, c'est le fait que nos clients ont confiance. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On leur masque la complexité, c'est ça notre boulot. On fait en sorte que, pour eux, ce soit sécurisé, la sécurité, fluide, rapide, simple. C'est ça notre travail. Mais maintenant, sur ta question sur la fragmentation, moi, je partage assez le point de vue d'Antoine, qui est que le sujet... il ne semble pas tant du côté de la résilience qu'effectivement, la problématique, c'est effectivement l'économie. Oui, effectivement, le problème, c'est celui-là. Il y a un peu trop de gens à payer. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu comme dans...
J'allais dire, je viens du conseil et on aime bien dire qu'il y a des vagues. Il y a des vagues de M&A. Alors des fois, Bien il faut siloter, Si tu puis regardes- après on refusionne. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des fusions d'acteurs Évidemment, de si plus tu en regardes plus l'histoire depuis 15 ans, il y a des vagues. Il y a eu des mouvements de concentration verticaux, horizontaux, et puis sous l'effet de la pression de nouveaux entrants, qui sont des nouveaux entrants parce que soit il y a des nouvelles réglementations qui permettent l'arrivée de nouveaux entrants, des nouvelles technologies, des nouveaux usages, ça se refragmente. Donc oui, c'est par vague, et donc oui. Et là, tu commences à trouver que ça fait cher quand même. Ouais, c'est très fragmenté. Et toujours pour parler d'innovation, vu que tu as les deux côtés, issuing et acquiring, est-ce que les clients du réseau en général, quel que soit leur canal d'acquisition, et tu as différentes... alors toi, c'est pas Boursorama, toi, c'est juste le réseau SG, mais... Boursorama est ta part. notre sœur. Exactement. Mais Benoît sera là en décembre. Est-ce qu'il y a une vraie demande pour toujours plus d'innovation, de moyens de paiement, etc. Ou finalement il dit c'est bon, là c'est bon, j'ai mon Paylib quand je veux payer, ou j'ai mon XY, j'ai des trucs. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une traction ou pas? Ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. Après, tu vois, et on l'a dit, puis on y reviendra peut-être encore. De toute façon, l'adoption d'un nouveau moyen de paiement, ça se fait, ça prend du temps, ça se fait par phase, parce que l'adoption d'un nouveau moyen de paiement, ça nécessite que ça se passe du côté du payeur et du côté du payé. Donc forcément, c'est un phénomène qui prend du temps. Je dirais que du côté du marché des particuliers, tu vois, des consommateurs. Est-ce qu'il y a de la demande? Le sujet, il ne se pose pas tellement dans ces termes-là. Il se pose plus dans les termes de quelle est la vitesse d'adoption. En revanche, du côté, tu vois, des entreprises, là, oui, il y a de la demande parce qu'il y a des concurrents qui vient du fait qu'il y a des offres nouvelles, innovantes, qui permettent à ces acteurs-là de faire plus de chiffre d'affaires, tu vois, chez les commerçants. Bon, et ça, Antoine en parlait, c'est son pain quotidien. Ils veulent augmenter leur taux de conversion. Ils veulent booster leur chiffre d'affaires. Bon, ils ont des super solutions sur le marché pour ça. Donc oui, il y a de la demande. Là, c'est ça qui... Et là, tu dois t'aligner, tu dois aller chercher et proposer. En mode ouvert, j'imagine, tu fais pas tout... Oui. Non, je ne fais pas tout avec mes Pas tout à la maison. Voilà. Et juste parce que j'ai peur d'oublier quand on parlait de moyens de paiement, mais tout à l'heure, Eric nous disait que pour l'open banking, les API ne sont pas toujours au niveau côté banque SG, ça va? Oui, j'ai droit à combien de jokers? Écoute... Là, ce que je te demandais en off tout à l'heure, pourquoi tu me demandes ma sécurisation tous les matins? Je t'ai dit, c'est pour te protéger. Je t'ai dit la sécurité, C'est la SG et celle qui me le demande tous les jours. Je crois que c'était 90 jours. Mais parce que je te protège particulièrement. Ah oui, je me sens trop protégé avec toi. Je reviens sur la même question pour finir, et après j'aurai des questions plus spécifiques, mais sur qui innove. Donc à un moment, tu as essayé de trop innover, ça n'a pas marché, vous avez changé de cheval, puis vous avez trouvé le bon. Mais est-ce que tu vois dans tes petits camarades encore beaucoup d'innovation si on regarde un petit peu l'évolution du marché du paiement sur les 10-15 dernières années, le paiement, il y a encore 10 ou 15 ans, c'était... la soute, le back-office. Il y a eu une grande accélération, et notamment, je pense que l'intensité la plus forte, ça a dû être vers 2018-2019 à peu près, juste avant le Covid, où il y avait un machin paie qui sortait tous les 2 jours, grosso modo, avec un nom de Star Wars, mais je pense qu'on a eu aussi d'autres choses. Là, il y a eu, on va dire, il y a peut-être eu un effet un peu too much. Là, on sent que petit effet bulle aussi. Il y avait quand même beaucoup de levées d'ailleurs et beaucoup de. Alors, voilà. C'était pas juste. Il y avait aussi un marché très porteur. Si je peux me permettre, il y avait beaucoup d'annonces aussi dans 2010, 11, 12, 13, mais il n'y avait pas encore la DSP2, il n'y avait pas encore les levées de fonds et les fonds qui permettaient d'ailleurs, ça ne s'appelait même pas FinTech. Mais par contre, effectivement, je l'ai bien vu avec le Paris FinTech, il y a eu vraiment une accélération des investissements, des nouveaux acteurs, mais avec une base réglementaire. 2016, 17, 18, 19, c'était énorme. Alors moi, il se trouve que j'ai eu une vie dans le monde télécom Internet avant de passer dans le monde financier. Et en fait, je revis exactement ce qu'on a vécu avec la montée de la bulle de l'Internet. Donc une espèce de hype qui monte en flèche. Ensuite, il y a un moment, la bulle, elle perce. Mais ça ne veut pas dire qu'on retombe à zéro. Ça veut dire qu'après se redéveloppe un marché beaucoup plus, on va dire, rationnel, plus structuré, qui se structure, où les acteurs s'organisent mieux, la chaîne de valeur prend un peu plus de sens. Et je pense qu'on est aujourd'hui un peu dans cette phase-là, puisque les levées de fonds se sont un petit peu taries,
Et on commence justement à avoir un marché qui se structure un petit peu mieux. Effectivement, on voit ce que cite Antoine, le rapprochement avec Danelis. Voilà, on sent que chacun prend un peu sa place dans l'écosystème. Oui, il va y avoir un petit peu de ménage aussi. Et puis dans les acteurs qui innovent, il y en a un que Laura n'a pas cité, mais moi je le cite parce que je suis plus à l'aise pour ça. Mais les banques innovent beaucoup. L'exemple, si on prend l'histoire, Boursorama, c'est aujourd'hui porté par une banque. Payplug continue à avoir son développement qui continue à innover, qui est accompagné par une banque. Paylib n'a pu exister que grâce aux banques. Si demain, Paylib va passer la main à Wero, mais Wero existe aussi grâce aux banques. Tout ça, c'est des émanations de l'innovation bancaire qu'il faut souligner. Alors après, il faut trouver les bonnes modalités. Il est clair qu'une banque, c'est forcément lourd de par l'ampleur de la réglementation et notamment la conformité qui pèse extrêmement lourd. Et on ne peut pas faire des bêtises parce que tout de suite, on parle à des échelles d'amendes qui sont largement, qui mettent à plat, qui sont des risques que peuvent prendre peut-être certaines fintechs, mais qui ne peuvent pas être prises à l'échelle des banques. Mais pour autant, l'innovation, je dirais, il y a l'innovation un petit peu foisonnante. Tout le monde en fait, les fintechs en particulier. Et puis, il y a, on va dire, un petit peu la sédimentation de l'innovation, et je pense qu'on rentre dans cette phase. Et sur Paylib, on a eu toujours le choix de finalement d'innover par petits pas, et d'innover, de tenter quelque chose, de voir que ça prenait ou ça ne prenait pas, et ensuite d'accélérer, mais de rester extrêmement simple sur la proposition de valeur au client. On m'a souvent dit, Vincent, quand est-ce que tu fais le paiement le P2P qui se split en deux, etc. Mais en fait, on l'a testé, ça intéresse quelques personnes, mais tout de suite, ça complexifie le produit, et en fait, on perd Madame Michu. Si on veut faire un split de Paylib, en fait, le plus simple, c'est de faire 2 Paylib. Et voilà. Et en fait, donc il y a des fois l'innovation, il ne faut pas trop la pousser parce qu'on perd un peu le client quand on la pousse un peu trop loin. Il faut vraiment la pousser au bon rythme, à un rythme que les clients sont véritablement en capacité d'absorber en matière de changement des habitudes. Et ça prend du temps. Pardon, j'ai oublié. Qui finance et qui possède Paylib en fait? Ça marche comment le fonctionnement? Alors Paylib, on est possédé par les banques françaises. Donc on a un modèle en fait où à chaque fois qu'on a élargi la clientèle de Paylib, parce que nos clients sont les banques, à chaque fois qu'on a élargi en clientèle, on les a également onboardés au capital. Voilà, donc ça garantit un alignement stratégique. Paylib ne désintermédiera jamais les banques, puisque son modèle, c'est véritablement d'être un fournisseur de solutions de paiement innovantes pour les clients des banques. Non, mais je trouve ça intéressant je vous invite à regarder le parcours des chiffres sur Internet avec, je ne citerai pas les noms, mais grosse fintech qui faisait beaucoup de paiements peer-to-peer et toi où tu es en dessous, tout d'un coup tu as, pendant la phase de crise, la résilience parce que justement moins de course à l'innovation pour faire face à des financements qui n'étaient pas les mêmes et où on voit maintenant où ça en est en termes d'usage. Donc c'est très intéressant. On a eu un rythme un peu plus diesel. Oui, mais, voilà, mais peut-être la force du temps dont on reparle exactement. encore. Mais c'est ce qu'on a visé, c'était vraiment d'être non pas... Enfin, j'ai envie de dire, le premier million de clients, il est assez facile à obtenir. Et j'ai envie de dire, toutes les fintechs l'ont, mais c'est un peu le même million de tout le monde, c'est les early adopters qu'on a en France. Quand on commence à atteindre les 2, 3, 5, 10, 15 millions, là, on est vraiment à l'échelle mass market. Et là, on n'est plus à l'intérieur du périphérique parisien, on est vraiment partout en France. Il faut vraiment aller convaincre tous les Français. Et là, c'est autre chose. Là, il faut vraiment penser une innovation très utile, très pratique et prendre le temps de l'adopter. Alors, mobile, innovation, pratique, Tap to Pay. Tu m'as dit, il faut qu'on en parle. Écoute, ouais, c'est une des grosses innovations. Des innovations qui changent à ce point les usages, on n'en a pas tous les jours non plus dans le monde des paiements, surtout dans le paiement en magasin. En ligne, ça va peut-être un peu plus vite, il se passe quand même beaucoup de choses, mais en magasin, alors évidemment, il y a eu le paiement sans contact qui a explosé pendant la crise sanitaire. Il y a le paiement avec son téléphone, et donc ça, c'est BPCE qui suit des chiffres qui me disaient que ça avait fait x23 les paiements avec les XP entre 2019 et 2023. Donc vraiment une courbe fulgurante. Donc il y a des changements qui arrivent côté payeur, côté commerçant en magasin. C'est pas là que ça va le plus vite. Et là, il est en train de se passer un truc avec Tap to Pay. Alors encore une fois,
Ça va prendre du temps. Je pense que le point d'entrée qu'on constate aujourd'hui, c'est quand même sur les micro-marchands. Donc en arrivant sur une alternative au MPOS qu'on connaît bien depuis des années pour avoir quelque chose de très léger, de très simple, d'assez basique finalement pour équiper les plus petits commerçants. Nous, là où on voit le plus d'opportunités aujourd'hui sur Tap2Pay, c'est encore une fois quand on revient sur cette idée d'un monde très fragmenté dans notre univers, c'est vrai aussi chez le commerçant. Aujourd'hui, moi, mon commerçant en magasin, il utilise à peu près 6 logiciels. Il utilise une caisse, une solution de paiement, un ERP pour sa compta, un OMS pour gérer ses stocks, un CRM pour gérer ses clients et un CMS parce qu'il a aussi un site pour vendre en ligne. Tous ces trucs-là doivent être interconnectés. On a un glossaire avec les acronymes. Ouais, j'ai beaucoup d'acronymes en 3 lettres comme ça. Faut que je fasse Good gaffe, morning, Vietnam. Très bon. Mais donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que tous ces appareils-là, ils doivent s'interconnecter. Je disais maintenant, heureusement, ils sont apaisés. À une époque, ils ne l'étaient pas, donc ça devient possible, mais ça reste compliqué. On a même, enfin, dans les solutions qu'on voit se développer aujourd'hui, une de celles qu'on regarde qui s'appelle Shift, c'est une API par-dessus les API des autres pour justement faciliter l'interconnexion entre tous ces outils métiers pour le commerçant. Bref, là où je veux en venir... Et en code, Tap2Pay simplifie ? J'arrive. Ouais, parce que tu m'as perdu. Ouais, parce que voilà, j'arrive parce que donc cet écosystème commerçant, il est super modulaire, il est super compliqué, il y a plein de choses et donc Tap2Pay, là où nous on voit une vraie opportunité, c'est justement de supprimer un des devices, d'embarquer véritablement le paiement, l'acceptation de paiement dans quelque chose qui existe déjà, donc typiquement une tablette de caisse vendeur. C'est un des cas d'usage sur lequel on travaille avec des partenaires aujourd'hui qui sont plutôt dans le monde de la caisse, pour faire disparaître vraiment le paiement, l'absorber dans quelque chose qui existe et donc simplifier pour le commerçant, ne plus avoir de gestion de stock, de terminaux à gérer, de maintenance, de support sur cette partie-là. Je dois quand même taper sur quelque chose. Ouais, mais t'as déjà, aujourd'hui, t'as dans une main ta tablette vendeur, disons, si tu es un vendeur volant en magasin, qui te sert de caisse, qui te suit ton stock, etc. Et dans l'autre main, tu as ton terminal de paiement. Donc déjà, tu passes de 2 à 1, tu simplifies quand même un peu la vie du vendeur en magasin. Tu peux faire pour ce type de vendeur, d'accord. Pour ce type de cas vendeur. d'usage à la Apple, quoi. Ouais, alors, oui, effectivement, à la Apple, mais c'est eux qui l'ont amené. Hein, oui, bien sûr, mais dont on pense que ça va se démocratiser parce que tu as la perte dans les files d'attente. Hein, tu as des sondages là-dessus, 75% des gens disent qu'ils ont déjà quitté un magasin parce que la file était trop longue. Bon, tu mets un vendeur dans ton magasin que tu équipes sur son téléphone ou sur sa tablette de Tap2Pay, tu vas probablement pouvoir récupérer davantage de ces ventes que tu perdais jusque-là. Donc tu peux faire du coupe-fil. C'est des choses qu'on voit d'ailleurs on a dans d'autres géographies où ça a pas mal avancé, où tu as des files à l'extérieur des magasins avec des vendeurs qui passent d'un client à l'autre avec une tablette et puis qui commencent déjà, qui accélèrent le parcours de vente pour ces gens-là. Donc le MPOS est mort, il faut que du Tap2Pay, c'est quoi le... Je pense que tu peux avoir... le MPOS pour moi ça reste très micro, le Tap2Pay c'est une alternative, très micro-marchand pardon. Le Tap2Pay c'est d'abord aujourd'hui en premier une alternative au MPOS pour les micro-marchands, mais demain nous ce qui nous intéresse plus côté Payplug c'est des commerçants un peu plus sophistiqués, omnicanaux, du mid-market, qui vont développer des parcours de vente intégrés avec, donc je disais du coupe-fil, mais ça peut être aussi des bornes comme tu vois déjà dans des Decathlon, des choses comme ça, où là effectivement avoir de l'acceptation de paiement qui est pure soft, dans laquelle tu n'as plus de hardware, ça te simplifie quand même tout, quoi. Tu peux faire des mises à jour à distance, tu n'as plus besoin d'intervenir sur site quand tu n'as plus de problématiques hardware. Et alors on en est où aujourd'hui, Tatou? Est-ce que ça fait longtemps qu'on en parle en termes de normes, en termes de possibilités? Là, tu as déjà des utilisateurs, toi qui... Ouais, nous on le distribue, on l'a lancé avec... donc Apple a fait son lancement avec le groupe BPCE, y compris Payplug, à la fin de l'année dernière. En fait, moi, la lecture que j'ai, c'est Apple est très bon pour ouvrir des portes. Donc, ils arrivent avec un truc, c'est super simple, super efficace, très basique pour autant. Et donc, avec le lancement d'Apple, on a commencé à toucher tous ces micro-marchands sur des fonctionnalités très simples. Hein. C'est une appli à télécharger qui te permet d'encaisser et ça fait pas 50 autres trucs. Et là, en ce moment, tu as un Android qui arrive un peu plus lentement parce que aussi c'est un peu plus complexe. Évidemment, l'écosystème Android, tu as une diversité de hardware, tu as une diversité de versions. Donc, tu as plus de travail à faire, toi, en tant que prestataire de paiement et tous les acteurs qui travaillent autour de ça.
Donc ça va prendre plus de temps, mais tu as d'un côté Apple qui commence à démocratiser le truc parce qu'on commence à le voir de temps en temps, et en parallèle Android qui commence à transformer plus en profondeur parce que c'est plutôt nous ce qu'on pense côté Pplug sur notre cible mid-market de commerçants omnicanaux qu'on aime bien. C'est plutôt sur des devices Android qui sont plus ouverts, qui permettent de faire plus de choses, qu'on va pouvoir développer des parcours un peu plus sophistiqués avec intégration à la caisse, intégration à la gestion de stock, enfin intégration à tous ces outils commerçants directement dans un seul device. Je passe de l'autre côté. Vas-y. Mais merci. Je crois que j'ai trouvé 1 mètre pour la vitesse de débit. Non, mais moi, on me dit toujours que je parle vite, mais finalement, c'est pas mal. Laura, une réaction avant que j'enchaîne sur une autre question concernant toujours sur l'innovation et sur Tap2Pay, non, peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre par rapport à tes marchands, tes clients, les demandes qu'il peut y avoir. Ça va être une demande, oui. Ça va, pour l'instant, c'est pas encore. Non, c'est ce qu'on dit. Il faut du temps, mais honnêtement, c'est super sexy comme offre. Forcément, tu vois, ça fait envie. Et les cas d'usage sont ceux qu'a décrit Antoine. Tu vois, c'est les micro-marchands ou le coupe-fil pour simplifier. Donc, ça veut dire que c'est quand même un panel de clients relativement important. Restons sur les marchands. Tu disais tout à l'heure que les marchands, justement, les entreprises, etc., ont pour le coup un panel de concurrents qui te force à te positionner, qui te force à regarder un peu le monde. C'est quoi aujourd'hui tes enjeux, les challenges, les sujets sur lesquels vraiment tu dis faut qu'on y soit plus, faut qu'on y soit mieux dans ces sujets de paiement vis-à-vis des marchands. Oui, vis-à-vis des marchands, cette cible. C'est ce que je te disais, c'est se positionner comme un partenaire qui permet à ce type de client de booster ses ventes. Le sujet, c'est celui-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la fluidité, de la sécurité. Donc, offrir des parcours de paiement, une expérience de paiement. Mais par exemple, dans ce sujet-là, ça fait genre 20 ans, je crois, qu'on parle. On dit tout le temps le Graal, je crois d'ailleurs. Il y a Christophe Delic de l'IFP, on en avait souvent parlé sur cette scène, je crois qu'il est par là. Mais comme soit je choisis de vous voir, soit de vous voir. Ça aussi, ça a changé. On parlait beaucoup du Graal des services à valeur ajoutée. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, ok, on paye, on fait une transaction. Finance, tu n'as pas dit ce mot encore. Bah oui, j'essaie de pas être trop vulgaire avec tous les mots en même temps, quoi. Non, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à proposer, en tant que banque quand même installée, un peu classique, un panel de services à valeur ajoutée autour de la transaction? C'est ce sur quoi on travaille, exactement. C'est-à-dire faire que, au moment de l'acte d'achat, proposer à nos clients marchands le fait que quand leurs propres clients sont sur la page de paiement et font leur check-out, il y ait une offre de crédit. Ce qui est ce qui est hyper répandu, c'est le BNPL. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est une offre de crédit plus long ou de l'extension de garantie, de l'assurance. Et donc, on est là-dessus, c'est un enjeu très important. Et c'est tout le sens de ce qu'on a fait en prenant la participation dans PayExpert dont je te parlais tout à l'heure, et dans le développement, là pour le coup qui est in-house, d'une plateforme de services de financement embarqué. Tu vois, et donc on combine les deux. Tu vois, c'est des sujets sur lesquels on travaille en achetant de l'innovation, tu vois, en prenant une participation dans une fintech et en faisant du développement en interne. Pas la même question, mais pour toi, c'est quoi les challenges aujourd'hui, maintenant que tu as déjà atteint cette taille quand même assez massive? Donc tu parles, c'est le transfert à Wero? Oui, alors voilà, je pense qu'il y a 2 sujets très différents à ce qu'on évoquait sur les services à valeur ajoutée sur le paiement. Je vais réagir là-dessus. Les enjeux pour Paylib, c'est très simple. Paylib, vraiment, a un usage très, très installé aujourd'hui sur le peer-to-peer. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener cet usage très installé à Wero pour que Wero bénéficie en France d'un départ lancé. Martina en parlera tout à l'heure, donc je vais pas déflorer le sujet. Et donc la marque Paylib va se fondre. Alors, en fait, on va changer plein de choses. On va changer la marque puisqu'on va se fédérer sur une marque partagée au niveau européen. Donc Paylib fera place à Wero en termes de marque. En termes d'usage, j'ai envie de dire, vous continuerez dans votre application bancaire, là où vous trouviez Paylib, à un moment, vous allez trouver le service qui aura changé de nom, qui va désormais s'appeler Wero. Et à cette occasion, on a aussi un changement de plateforme, puisqu'on fait vraiment une plateforme à l'échelle pan-européenne dans le cadre de Wero.
Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment pour Paylib d'amener cet usage lancé, ce départ lancé à Wiro. Donc très concrètement, on a mis un pont, une passerelle entre la nouvelle plateforme Wiro et la plateforme actuelle Paylib, pour que, évidemment, pendant toute cette phase de transition, qui va quand même durer de nombreux mois, on ait une véritable interopérabilité des systèmes. C'est-à-dire, si je suis dans une banque qui a déjà migré sur le service Wiro et que toi, Laurent, pas encore, tu peux continuer à m'envoyer un Paylib, je recevrai un Wiro, je pourrais t'émettre un Wiro, tu recevras un Paylib. Voilà, donc tout ça, ça va être parfaitement fluide pour les clients, parce qu'il fallait évidemment pas perdre l'effet de réseau, qui est fondamental. Je dis souvent dans le paiement, on a l'enjeu de la part de marché au carré, c'est-à-dire l'empreinte que l'on a sur le paiement, c'est évidemment uniquement la part de marché qu'adresse le système, mais il faut qu'il y ait un payé en face, donc il faut avoir la part de marché fois la part de marché. Donc même quand on est un acteur puissant, par exemple une grande banque leader sur le marché français qui aurait 30% de part de marché, eh bien même avec ce poids-là, en fait on ne peut pas s'imposer dans le paiement seul, puisque on n'a que 30% des porteurs, on n'a que 30% des payés, et donc on n'a que 9% d'empreintes sur le paiement. C'est tout petit. Alors que quand on se fédère dans le paiement, et ça a été la force du modèle de Paylib, c'est de fédérer 95% de la part de marché nationale, et donc 95% de 95%, on est déjà à 90%, et là ça permet l'adoption. Je reviens sur les services à valeur ajoutée. Les services à valeur ajoutée, le fait d'avoir un support mobile sur le paiement va permettre beaucoup de choses. Peut-être qu'on a eu un petit peu trop d'espérance sur la montée en puissance de ces services à valeur ajoutée, mais en fait c'est une question, je pense, de séquencement de l'installation des usages. Passer au paiement mobile parce que la valeur ajoutée, c'est très vite compliqué. Tiens, je vais passer au paiement mobile parce que je vais pouvoir faire du paiement fractionné. C'est un peu compliqué. En revanche, de se dire, le paiement mobile s'installe. Donc aujourd'hui, le peer-to-peer, j'en ai beaucoup parlé, mais le paiement mobile en magasin, ça représente déjà maintenant à peu près entre 15 et 20% des paiements, ça reste des paiements cartes, mais c'est des paiements cartes dématérialisés dans une interface mobile. Donc cette montée en puissance du paiement mobile, elle n'est pas montée en puissance parce que la valeur ajoutée. Elle est montée parce que la praticité du paiement sec. En revanche, une fois cet usage installé, que ce soit en peer-to-peer ou en paiement magasin, on va pouvoir, maintenant que l'usage est installé, greffer dessus des services à valeur ajoutée. Et je pense que ça a été peut-être on s'est un petit peu précipité, on a fait une précipitation intellectuelle en pensant que parce qu'on allait proposer la valeur ajoutée, ça allait tracter le paiement mobile. Ce n'est pas dans cet ordre-là que ça se passe. C'est plutôt le paiement mobile s'installe, et une fois qu'il est installé, on peut y greffer dessus de la valeur ajoutée. Donc je pense que va s'ouvrir désormais un vrai marché de la valeur ajoutée sur le paiement, grâce au fait qu'il est maintenant porté par le mobile pour beaucoup. Merci. Un dernier petit round de questions, parce qu'après, je vais être hors délai. On a toujours beaucoup parlé de fraude. Dans nos métiers, c'est crucial de la maîtriser, y compris pour la confiance. On parle de plus en plus de cyber-risque dans la vie de tous les jours. Et on l'a vu dans le dernier baromètre confiance des Français dans le numérique de l'Axel. C'est quand même des vraies questions. Et même si les utilisateurs sont avertis, il y a quand même de plus en plus de sujets. Aujourd'hui, dans vos métiers et là où vous intervenez, peut-être quelques mots chacun sur ce thème, comment vous le voyez, comment vous voyez les points importants sur lesquels vous pouvez plus appuyer, les craintes éventuelles de vos clients, utilisateurs, marchands, etc. Je commence par toi, puis je fais le petit tour. Ouais, c'est un sujet super important. Évidemment, nous, donc on est positionné avec un discours très orienté performance quand on parle aux commerçants. Et donc performance, c'est quoi ? C'est leur offrir le meilleur taux d'acceptation possible. Évidemment, avec un taux de fraude qui est maîtrisé en face. Le but, c'est pas d'accepter 100% des paiements et de faire exploser la fraude pour mon commerçant, c'est de l'aider à avoir ces ratios qui sont optimisés autant qu'on peut les optimiser. Et on a sorti par exemple un case study avec Allopneu il y a pas très longtemps qui est
dans un monde qui est très fraudé, où on arrive à l'emmener à 97% de taux d'acceptation avec un point de base de fraude, parce qu'on a travaillé avec lui, avec nos outils, avec d'autres outils pour essayer d'optimiser chaque levier qu'on pouvait avoir. La fraude, évidemment, c'est un truc qui évolue tout le temps, donc, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi des outils qui évoluent vite. On a de l'IA, maintenant, ça fait partie évidemment des leviers, autant des fraudeurs que des gens qui construisent des outils de lutte contre la fraude. Alors, on a dans nos outils du machine learning depuis longtemps. On peut faire encore plus de trucs avec les dernières avancées de l'IA pour détecter des comportements anormaux, pour être très réactif quand on voit des alertes popper dans nos outils. Et donc aujourd'hui, nous, c'est un vrai sujet de performance. On a nos propres outils, mais comme on a beaucoup parlé de modularité, là aussi, on a des outils tiers qui arrivent. Ça rentre même dans la catégorie des services à valeur ajoutée. Moi, quand je parle à mes commerçants, j'ai ma solution de paiement, j'ai un outil, enfin un service à valeur ajoutée qui s'appelle Fraude Premium s'ils veulent prendre ça, au même titre que on peut leur proposer du revenu-based financing, de l'assurance, etc. Là, tu me parles de ton sales pitch. Moi, ma question, c'est plutôt de savoir est-ce que tu as l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui, plus de risques, est-ce qu'on en parle beaucoup, on est un peu anxiogène sur la cybersécurité. Ouais, alors j'ai pas les chiffres du marché, j'ai les miens et je sais que la tendance est quand même plutôt à la baisse. Je pense que, alors pour pas parler de nous, je pense qu'il y a un contexte réglementaire quand même qui a fait beaucoup pour améliorer les choses, avec la DSP2 évidemment qui a quand même fait évoluer considérablement les règles du jeu sur l'authentification forte, dans quel cas, pourquoi et comment est-ce qu'on la gère. Enfin, le monde du paiement est beaucoup plus sophistiqué à ce niveau-là depuis la DSP2, la richesse des données qu'on échange entre acquéreurs et émetteurs et la façon dont on gère les choix sur l'authentification forte, ça a quand même permis beaucoup pour limiter la fraude, et la DSP3 va étendre encore les règles d'authentification forte à des parcours de paiement, ce qu'on appelait MIT, One Leg Out, enfin des choses qui étaient sorties du cadre de la DSP2 précédemment. Donc on va encore aller plus loin. Donc, enfin, moi, la vision que j'ai, c'est qu'on a un contexte réglementaire, un contexte technologique qui va quand même très vite sur ces sujets-là et qui permet de maîtriser. Et donc ce qu'on observe à nos bornes, c'est plutôt une tendance à la baisse. Donc voilà, on se sent en maîtrise. Du travail, mais en maîtrise. Merci. Vraiment, il me reste 2 minutes. Donc, même question. Si mais ça, c'est un sujet, ça, c'est un enjeu vraiment crucial. Je te disais, on est une banque, on est un tiers de confiance. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et tu vois, tout à l'heure, Éric Lacourège disait on a des taux de fraude très bas, et c'est le cas parce qu'on travaille énormément. Et tu parles de cyberattaque, mais le sujet, c'est pas ça. C'est pas le sujet n'est pas celui-là. En ce qui concerne, tu vois, la banque de détail et le retail, le sujet, c'est le maillon faible dans le paiement, c'est l'humain. C'est le client qui se fait manipuler. C'est entre la chaise et le clavier, quoi, toujours. C'est ça. Donc nous, donc on a des scores, des outils de lutte antifraude avec de l'IA qu'on fait évoluer tous les jours. En fait, les règles, elles évoluent tous les jours parce que les fraudeurs, ils évoluent tous les jours. Ils ont une créativité sans limite. Et donc notre sujet, c'est le client qui est manipulé. Voilà. Et donc, comment faire pour que, et avec des histoires rocambolesques, UBS, c'est-à-dire les clients à qui on envoie des faux coursiers pour récupérer la carte et le code, ça fait rigoler, mais ça existe vraiment. Moi, toutes les semaines, et ça marche. En fait, et comme le disait Éric Lacourège, plus c'est gros, plus ça passe. Pas que des gens fragiles ou qui ont perdu la tête, tu vois. Non. Donc ça arrive tous les jours. Tous les jours, on reçoit. Enfin, il y a des réclamations de clients. C'est pas tous les jours que ça arrive sur mon bureau, mais moi et les dirigeants de la banque, c'est toutes les semaines que ça arrive. Voilà. Donc notre sujet, c'est celui-là. Et comment on fait pour maintenir un parcours client qui reste fluide et en même temps protéger les clients. Tu vois, c'est pour ça qu'on met de l'authentification beaucoup, très régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'authentification forte, on fait de l'IA, on fait des scores, etc. Et puis, c'est beaucoup surtout de l'information, j'imagine, l'information client aussi. Et oui, mais l'information client, ton petit cousin, il faut le faire. Mais... Ton petit cousin, dont je suis client aussi, à chaque fois que je me log, je sais pas, je peux même pas faire une opération sans que j'ai un splash screen qui me dit absolument. On ne vous fera jamais ça, on ne vous enverra jamais un truc, etc. Tout à fait. Vous étudiez ce qu'ils font pour voir les retours et faire la même chose. Mais bien sûr, et ça marche.
Et ça marche, effectivement. Tu vois, c'est en ça que je te parle de comment tu adaptes, tu maintiens un bon curseur dans ton parcours client et sa fluidité, mais en même temps, tu l'avertis, faut éduquer. suffisamment de barrières dans son parcours pour qu'il prenne conscience de ce qu'il est en train de faire quand il a un faux conseiller bancaire qui lui dit « Allô, il y a une fraude sur votre carte, etc. » Faites tout de suite bloquer l'opération et paf, il valide. Tu vois, voilà. Ils savent très bien faire. Ouais. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin et en même temps la même question. Alors, oui, très rapidement. Je pense qu'effectivement, les cyberattaques, déjà, oui, en ce moment, il y en a plus que d'habitude. Franchement, la partie vraiment purement cyberattaque, parce qu'on a des systèmes très résilients, bien conçus pour ça, mais enfin, on la trouve d'un niveau assez oui, c'est pas le sujet, quoi. C'est ce que disait Laura, c'est pas le sujet. Voilà. En revanche, c'est un peu à la marge entre la fraude et la cyberattaque. On a énormément d'attaques par phishing. Forcément, Paylib est une marque maintenant très connue en France, donc pour vous donner un ordre de grandeur, on fait 3 takedowns par semaine à peu près. Donc des faux sites Paylib, on a un process industrialisé, on sait les détecter, on les fait tomber très vite, etc. Je rebondis sur la fraude qu'évoquait Laura. Oui, la fraude s'est complètement déplacée. On fraude plus le système, maintenant on manipule le client. Le système n'est pas si mauvais que ça. Le système tient très bien. Et puis il s'adapte en permanence. En revanche, évidemment, maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est d'attaquer l'humain. Et notamment parce que Laurent, toute ta vie est sur Internet. Je vais sur ton compte Instagram, Facebook, machin. Donc je connais toute ta vie. Et ensuite, je t'attaque en te faisant croire que je suis ton meilleur copain, ton machin, ton fils, ton machin. Voilà. Et c'est redoutablement efficace. C'est d'autant plus efficace qu'il y a un gros trou dans la raquette qui sont au niveau des opérateurs mobiles, puisque on peut très facilement usurper l'identité de n'importe qui sur un SMS ou même sur un numéro d'appelant. Et notamment, il y a quelque chose qui s'annonce qui s'appelle le Rich Call Data, qui s'annonce pour l'horizon 2026, je crois. Donc finalement, c'est assez bientôt. Qui est en fait un enrichissement des protocoles télécom d'appel où va s'afficher le logo de la marque qui vous appelle. Et ça, si ce n'est pas protégé en amont, en termes de phishing, spoofing, etc., ça va être une boucherie sans nom. Déjà que quand c'est une usurpation à 2 balles, ça marche. Alors si en plus le truc il est logoté, machin, votre téléphone sonne, vous voyez Société Générale qui m'appelle, enfin, c'est hyper crédible. Et donc là, il faut vraiment que les régulateurs se penchent sur la question de forcer une coopération opérateur mobile, monde financier, pour que véritablement on mette à mal ce fléau. Et ça passe beaucoup par des choses au niveau de l'implémentation chez les opérateurs mobiles. Oui, donc on l'entend bien. C'est vraiment tout. Maintenant qu'on a sécurisé le noyau, il y a tout autour et il y a l'éducation. Ce que fait Bourseau et ce que font d'autres acteurs, vraiment toujours rappeler. Et on peut tous être la cible. Hein. C'est pas comme tu le disais, juste nos mères ou grand-mères, ça peut être tout le monde. Un grand merci pour votre temps, votre patience.